Bon, bienvenue à tous ceux qui sont en présentiel ici à Biscarrosse, que ce soit des étudiants de l'ENAC, des futurs pilotes, des contrôleurs. Merci aussi à l'équipe de choc de la direction du centre de l'ENAC, le chef pilote et son adjoint, Hubert Gex et Monsieur Kirchner. C'est ça. Voilà, super, qui nous ont autorisé à venir faire cette conférence finalement aussi proche de chez moi, puisque maintenant j'habite Biscarrosse. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire un peu d'une grosse partie de ma vie, puisque ça fait 20 ans que je me suis engagé dans cette aventure. Mais en fait, cette histoire, elle remonte à beaucoup plus loin que ça. Elle remonte à mon enfance, puisque j'avais 6 ans quand j'ai vu euh, le, le vaisseau Apollo 11 se poser sur la Lune. Et j'ai dit que un jour, je voulais aller voir ça, je voulais aller dans l'espace. Sauf que c'est réservé à très peu de gens, très peu de terriens. C'est réservé à des matheux. Je n'étais pas ingénieur, j'ai pas eu ce parcours-là, donc j'étais plutôt manager. J'ai fait plusieurs reconversions professionnelles, y compris un passage à l'ENAC pour préparer un master spécialisé de Airport Management en 2018. Et donc, j'ai eu beaucoup d'aventures professionnelles et beaucoup aussi d'aventures tout court. Et je compte bien continuer. Voilà. C'est un partage tout simple aujourd'hui de ce que j'ai fait depuis le départ avec ténacité, pugnacité, mais aussi avec des hauts et des bas, avec des échecs dans le programme aussi de Virgin Galactic, puisque on va le voir, l'esprit des pionniers. C'est très important. Il y a 100 ans, l'aviation faisait ses premiers pas avec les plus lourds que l'air sur une plage de Kitty Hawk en Caroline du Nord. Et aujourd'hui, 100 ans après, ben, c'est le New Space. On parle de New Space, ça veut dire que il y a des gens qui veulent démocratiser, entre guillemets, l'accès à l'espace. Euh, et ce sont des grands capitaines d'industrie euh, avec des moyens colossaux. Et sans ces moyens-là, et sans les agences spatiales d'État aussi, bien sûr, on n'en serait pas là. Il va y avoir une accélération, vous allez le voir dans la conférence, une accélération des projets considérables qui sont déjà là. Euh, Moi, je pense aussi que l'espace, ça ne doit pas être réservé seulement aux astronautes professionnels qui ont un vrai rôle et des vraies capacités. Mais voilà, on sait qu'en France, par exemple, depuis 1961, il y a eu 10 Français qui sont 10 astronautes français seulement. Et on verra qu'on a un petit quiz pour savoir combien de terriens, combien d'humains sont allés dans l'espace depuis Yuri Gagarin. Ben, vous verrez que ça ne fait pas beaucoup. On est 8 milliards sur la Terre. Et ben, ça ne fait pas beaucoup de gens qui sont allés dans l'espace. Eh bien, à partir de l'année prochaine, ça va accélérer fortement. Vous allez avoir des milliers de personnes qui vont pouvoir aller faire d'abord un bond dans l'espace, puis nos arrière-petits-enfants pourront peut-être faire des voyages orbitaux et ensuite des voyages multiplanétaires. Voilà l'objet de la concurrence. C'est parti. De la conférence, pardon. Alors, on revient ici. On va mettre ça là. Voilà. Alors, est-ce que je peux diminuer ça? Oui, peut-être. Voilà. C'est bon pour Estelle? C'est parfait. Voilà. Alors, le plan que je vous propose, ça va être rapide ce soir. On a 1 heure. Introduction, c'est maintenant pourquoi aller là-haut? C'est quoi être un astronaute? C'est un rêve d'enfant, mes motivations. Ensuite, les futurs voyages spatiaux privés. On parle de New Space. L'esprit des pionniers et les aventuriers de l'espace. Le système de vaisseau spaceship et l'expérience à bord. On comparera, on va parler de vols suborbitaux avec 2 systèmes différents. Un système capsule et un système qu'on appelle space plane, donc un avion fusée planeur, qui est celui de Virgin, avec 2 expériences bien différentes. Je vais vous parler de l'astroport, de Spaceport America. C'est quoi un astroport? Tout le monde sait ce que c'est qu'un aéroport, mais un astroport, eh ben voilà, il y en a un dans le monde. Il est au sud des États-Unis, et on va voir qu'est-ce que c'est, comment c'est organisé et qu'est-ce qu'on y fait. Et on va rentrer dedans. Ensuite, c'est quoi la communauté des futurs astronautes de Virgin Galactic?
quelle préparation pour de l'équipage pour cette expérience un peu hors du commun. Donc, chez Virgin, ils ont mis en place un système qui s'appelle assez récent, hein, Astronaut Readiness Programme. Donc, évidemment, en 20 ans, on a eu le temps de se préparer. On verra que le check médical n'est pas compliqué. Quelles sont les forces en présence et les facteurs de risque, les facteurs de charge pour cette expérience? Et conclusion, compte à rebours, à peu près moins 700 jours, ben, ça diminue, hein. Normalement, si tout va bien, je partirai peut-être quelque part dans le deuxième semestre 2026. Alors, ça, c'est une photo prise en 2013. Vous voyez, j'ai pris de l'âge. Et c'est parce que quand Pas j'ai tant que signé, ça, hein. ouais, voilà. Donc, c'est une photo qui a été prise par un photographe à Marseille. Et, euh, et, et vous voyez, Yves Pleindou, Full Suite. Full Suite, c'est un nickname de pilote. Donc, un surnom qu'on m'a donné le jour où j'ai eu mon brevet de pilote avec Aix-en-Provence en 1996. On m'a appelé Full Suite. Full Suite, c'est tout simplement mon nom en anglais. Et je suis le pionnier VG Pioneer 207. Ça, c'est mon numéro. Ça veut dire que je suis le 207e à partir, normalement, sachant qu'il y en a 32 qui sont déjà partis. Alors, il y a des gens qui m'ont un peu inspiré et qui ont inspiré aussi les gens à passer à l'acte et qui ont mis au point c'est possible. Le premier, c'est Konstantin Tsiolkovsky, qui est le père de la cosmonautique. C'est lui qui a inventé l'équation de la fusée, hein. Euh, et il disait la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Elle est connue, cette phrase. Et puis, il y a Félix Baumgartner, cet astro-parachutiste autrichien, qui a sauté dans le vide à 39 km d'altitude en 2012. Et il dit, je souhaite au monde entier de voir ce que je vois. Parfois, il faut monter très haut pour comprendre à quel point on est petit. Et puis, vous avez une start-up qui s'appelle Zefalto, dont le dirigeant Vincent Faré-Dastiès, ce Français, qui est un descendant de la famille montgolfière et qui est en train de créer une entreprise pour faire des ballons stratosphériques. Alors là, on restera à 25 km d'altitude, on ne sera pas astronaute parce qu'on ne sera pas sorti de l'atmosphère, mais ça pourra être une expérience très intéressante en harmonie avec les éléments. Alors pourquoi aller là-haut? Ben, en fait, c'est la curiosité. C'est quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète, on regarde tous vers le haut, hein. Souvent le matin ou le soir, on regarde le ciel. C'est pourquoi nous pensons que l'espace appartient à tout le monde et pas aux aventuriers, aux audacieux et aux curieux, et pas seulement aux professionnels. Alors pourquoi moi je veux aller là-haut? Eh ben, parce que c'est réaliser un rêve d'enfant, c'est l'aventure d'une vie qui devient possible. On verra comment elle a été rendue possible à partir de 1984. C'est la FAA américaine avec le Space Act. C'est Ronald Reagan qui a permis le partenariat public-privé et qui a permis aux entreprises de privées de rentrer dans l'espace et de collaborer avec l'agence euh, fédérale. Sinon, aujourd'hui, l'Europe, l'Europe n'a pas ouvert, pour l'instant, l'Europe n'a pas ouvert la possibilité à des gens privés, à des citoyens, d'aller dans l'espace, même en payant. Donc, euh, merci de ce côté-là. L'aventure d'une vie qui devient possible, vivre une expérience transformatrice et des sensations hors du commun. On va parler de l'overview effect. C'est qu'est-ce qui se passe là-haut. Il y a des expériences comme le deuil, par exemple, qui peuvent être transformatrices. Les Américains disent transformative, c'est le Paul qui a décrit ça. Donc, oui, expérience sensorielle, etc. On va voir. On va voir notre vaisseau Terre d'en haut pour changer de perspective. Ben, tous les pilotes le savent, hein. Dès qu'on prend de l'altitude, eh ben, on voit la vie, on voit les choses différemment, on prend du recul sur les choses et il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de frontières. Et puis faire partie, c'est un défi, faire partie des 1000 premiers terriens ayant quitté leur planète, ça veut dire déjà qu'il y en a moins de 1000 terriens qui sont allés dans l'espace depuis Yuri Gagarin. L'overview effect, la Terre est notre vaisseau spatial, a un impact très fort sur notre propre humanité, sensorielle, émotionnelle, intellectuelle et spirituelle. Il y a un astronaute français qui a très bien décrit, et allez voir sur YouTube, c'est Jean-François Clairvoy qui a très bien décrit cet overview effect. Alors moi, mon enfance, c'est ça, hein. C'est Top Gun.
J'ai vu Maverick la semaine dernière à Paris, à l'Aéroclub de France. Il est venu nous voir, il a reçu la médaille de l'Aéroclub de France. Mais c'est lui, c'est la rencontre du troisième type. C'est Star Wars. Je voulais voler, je voulais être pilote. Je n'étais pas bon en maths, ni en physique. Donc je ne pouvais pas être pilote de chasse, ni ingénieur. Alors je serais un manager, un homme qui aime trouver des solutions. Et donc c'est une autre voie que moi j'ai pris pour atteindre mon objectif personnel. Mon slogan n'est plus seulement Sky is the limit, ça tout le monde connaît, mais c'est Your mind is your limit. C'est vous vous auto-limitez vous-même et il faut pas, hein. Donc tout est possible. Qu'est-ce qu'un astronaute? Alors là, je reviens au grec, à l'étymologie. En grec ancien, astron et naotès, ça veut dire littéralement navigateur voyageur vers les étoiles. Donc, on peut être astronaute dès lors qu'on a voyagé dans l'espace ou vers les étoiles, mais le niveau de qualification, de sélection et d'entraînement est radicalement différent en fonction de la mission et de l'éloignement de la Terre, évidemment. L'astronaute professionnel est financé par l'État qui l'envoie, alors que l'astronaute privé finance lui-même son voyage d'une journée à quelques jours au-dessus ou autour de la Terre. Vol suborbital, vol orbital. Voilà deux photos. Vous connaissez bien les astronautes professionnels, astronautes privés. Ici, un astronaute professionnel est un opérateur de machines complexes qui pilote des systèmes et expériences scientifiques avec un objectif de recherche d'exploration. Pilote, ingénieur, biologiste, géologue, spécialiste. Bref, dans un environnement très hostile. Il faut avoir participé à une sélection et une formation complète à l'agence spatiale de son pays, plusieurs mois, plusieurs années, avec une condition physique et mentale de très haut niveau, une organisation hiérarchisée des tâches propres et partagée en équipage, et avoir eu aussi un entraînement de survie. On voit bien que la grosse différence, donc, c'est que, par contre, l'astronaute privé, c'est un voyageur qui embarque sur un vaisseau spatial, capsule ou avion spatial, pour un vol orbital ou suborbital. On verra la différence. Il participe activement à la préparation de sa mission, préparation de son vol, procédure, entraînement, mais n'est pas directement responsable de la conduite des opérations et du pilotage du vaisseau spatial. En orbital, il peut piloter ou participer à des expériences scientifiques ou de recherche embarquée, par exemple, et même avec des sorties extravéhiculaires très risquées. C'est le cas, il s'est passé ça en septembre dernier, en 2024, avec la mission Polaris Dawn. Et vous avez eu une sortie de l'astronaute Jared Isaacman, qui d'ailleurs vient d'être nommé par le président Trump administrateur de la NASA. Alors, combien d'astronautes ou d'humains sont allés dans l'espace depuis 1961? Quiz. Il y a plein de cadeaux à gagner. Ils sont là sur la table. Et Estelle, je les apporterai bientôt à Toulouse. À votre avis, combien sont allés dans l'espace? Dans la salle, il y a des chiffres. Combien? 650. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Alors, on va dire au 31 décembre 2024. Combien? Allez, 561, c'est beau. Bon, il y a 720 personnes. Donc, c'était très bien là-bas. Vous aurez un goodies. Voilà, 720 personnes sont allées dans l'espace, c'est-à-dire rien sur 8 milliards. Alors, pour gagner ces ailes d'astronautes, et elles viennent de sortir officiellement, elles ont été créées par la Fédération internationale de l'astronautique. Elles sont en haut à droite. Et c'est très récent. Vous avez le vol orbital. C'est l'étoile avec un rond là. Voilà. Celle-là, ça, vous avez vos ailes. Jean-François Clairvoy, ou enfin, nos Français, nos astronautes à nous, ils ont celle-là. Et ça, c'est vol suborbital. Ça, c'est commercial astronaut. Ça, c'est ceux qui pilotent des vaisseaux qu'on va voir tout à l'heure, les pilotes qui sont dans notre space plane. Et ça, c'est les ailes en bas là. Ça, c'est celle de Virgin Galactic. Hop, voilà, je vais faire comme ça parce que hop, il bug. Voilà. Alors, pour être astronaute, il faut vivre la poussée, et selon Jean-François Clairvoy, il faut vivre la poussée et encaisser l'accélération phénoménale d'un moteur fusée, 3 à 6G, sortir de l'atmosphère terrestre avec l'une des deux limites suivantes, soit 80 km, c'est la FAA américaine qui définit cette limite, soit la FAI, c'est 100 km, c'est ce qu'on appelle la ligne de Kármán, au-dessus du niveau de la mer. Pression et résistance de l'air changent totalement.
Ne plus ressentir l'effet de la gravité, ça c'est quand on passe en phase d'apesanteur à pesanteur. On vole, on flotte dans la cabine. Connaître l'émotion extraordinaire de l'overview effect, c'est-à-dire voir la courbure de la Terre, le noir profond de l'espace, le halo bleu de la couche d'atmosphère, l'expérience bouleversante et le choc cognitif de voir la beauté de la Terre, accompagné de la relativisation de sa condition d'humain. Vive la forte décélération de la rentrée atmosphérique, j'en parlerai tout à l'heure avec la maquette là-bas, et revenir sain et sauf sur Terre. Voilà, là, vous pouvez dire, je suis astronaute. Euh, j'ai fait un beau voyage. Alors, vous allez voir qu'il y a des voyages courts et il y a des voyages longs. L'espace proche et lointain, pour vous donner, ça c'est une petite idée. Un avion, ça vole à peu près à 10 km, 30 000 pieds, 40 000 pieds. Un avion de ligne. Euh, Félix Baumgartner, il a sauté à 38 km d'altitude. La ligne de Kármán est à 100 km. Vous avez le VSS Unity de Virgin ou la capsule New Shepard de Blue Origin. Ça, c'est un suborbital. Et ensuite, bah, vous avez la Station spatiale internationale, ISS, qui est à 400 km d'altitude, et les satellites qui vont de 2000 à beaucoup plus. Donc, on voit, ça donne un peu. Et un ballon stratosphérique, dont on a parlé tout à l'heure, lui, il vole à 25 km d'altitude. On commence à voir la courbure de la Terre à 25 km d'altitude. Voilà, ça, c'est l'ISS. Je vais passer rapidement. Ce qui est sûr, c'est que dès si on pousse 1 minute, avec le moteur fusée, on va faire un bond. Si on pousse 8 minutes 30, tout d'un coup, on passe à 28 000 km/h et ça va permettre la satellisation. D'accord? On va passer à 11 km par seconde. Donc, c'est ce qui permet de faire un vol orbital. Puis après, je ne vais pas développer ça. Le vol suborbital, lui, c'est une poussée d'1 minute avec un bond dans l'espace à 90-100 km d'altitude. Vous avez une vue ici du Spaceship Unity qui a été pris en décembre 2018 et juillet 2021. C'est une photo qui a été prise. Voilà la vue qu'on aura à peu près. Vous allez voir dans le film juste après. Baumgartner, Baumgartner lui, voyez, il voit de sa capsule à 39 km, il voyait quand même la première courbure là, hein. Donc la Terre n'est pas plate, hein, tout va bien. Le profil du vol suborbital, donc ça c'est le profil de Virgin Galactic. Vous allez voir maintenant un film rapide de 4 minutes qui va vous montrer quelle est l'expérience qui est vécue par ceux qui vont la vivre ou qui l'ont déjà vécue. Euh, on est donc, je vais aller chercher la maquette qui est là. Voilà. Je reviens pour les auditeurs. On décolle. Est-ce que vous me voyez là? Oui, c'est bon. Voilà. Voilà. Ça, c'est donc le véhicule Spaceship de Virgin qui est sous un, un véhicule porteur, un avion quadri-réacteur qui a été créé pour l'occasion, qui s'appelle le White Knight. Je vais le montrer, qui a l'envergure d'un Boeing 737 environ. Donc là, le principe, c'est de démarrer d'un astroport, d'un aéroport. On décolle, hop, ensuite, largage à 15 km, entre 13 et 15 km d'altitude, mise à feu du moteur fusée, et ensuite, pousser 1 minute. Donc là, on va voir les facteurs de charge après. Et ensuite, quand on arrive à 70 km d'altitude, on coupe le moteur fusée, hein. On va voir les vitesses. Et ensuite, on passe sur le dos en apesanteur pendant environ 5 minutes. Et là, on va voir ce qu'on voit. Et ensuite, on revient en feuille morte. Et c'est là qu'il y a une invention du feathers. Donc là, ici, le spaceship a des cantilevers ici avec deux baumes et il va rentrer comme un volant de badminton dans l'atmosphère. Donc il y aura beaucoup moins d'échauffement que, par exemple, la navette spatiale américaine qui, elle, a besoin d'un bouclier thermique. Mais on vient de moins loin aussi, on vient de 100 km. Voilà, ça c'est le voilà, et c'est un peu le principe d'un volant de badminton. Voilà, hop, qui est ralenti. Voilà, ça, c'est le système. Un petit film. Vous êtes prêts? C'est parti. What's spaceflight with Virgin Galactic entail? Well, it has a unique combination of revolutionary design innovations that make it like no other vehicle that has ever gone C'est bon before. le son? Firstly, air C'est launch. impeccable.
Rockets you see make a loud and bumpy vertical launch from the ground. To launch from the ground requires huge amounts of energy to lift the vehicle from a static start and to propel it through the thickest parts of the Earth's atmosphere. Instead, Virgin Galactic spaceflight starts with a smooth runway takeoff, not dissimilar to a conventional commercial airliner. The spaceship, attached to a mothership, gracefully ascends to the launch altitude of around 50,000 feet, bypassing the thickest parts of the Earth's atmosphere, making it far more energy efficient and far more comfortable for the passengers inside. When the vehicles have reached the launch altitude and location, Mission Control provides clearance for release. The pilots activate the launch and set the spaceship free. Within seconds, the rocket motor ignites as the vehicle starts its rapid ascent toward the stars. During this awe-inspiring journey, the spaceship reaches speeds of up to 3 times the speed of sound. And out the window, passengers will watch the color change from blue through indigo, and then to the iconic inky black as they soar into space. Once the rocket motor shuts down, passengers will unbuckle their seatbelts and float effortlessly around the cabin, enjoying the childlike freedom of zero gravity. The cabin becomes a spacious, three-dimensional playground as passengers experience space firsthand, helmet-free. The ship has an incredible 17 windows, and passengers won't be able to resist being drawn towards the undeniable, euphoric beauty that lies beneath, as planet Earth looks right back at them in all her majesty. Whilst enjoying weightlessness and the life-changing view, the vehicle is preparing itself for re-entry into the Earth's atmosphere, utilizing the second design innovation of Virgin Galactic Space System, the Feather. Re-entry is arguably the most challenging aspect of space travel and has largely been approached in 2 ways, with winged vehicles or with capsule spacecraft. The revolutionary aspect of Virgin Galactic Feather technology is that it enables the vehicle to act like a winged vehicle when it is advantageous to be a winged vehicle, and then behave as a capsule when a capsule design gives you the advantage. On the way to space, the spaceship folds in half, with the booms moving upward to a 60-degree position as our pilots put the vehicle into an elegant backflip. This points the windows straight back towards Earth, offering passengers astounding and unobstructed views. This maneuver also allows the vehicle to behave like a capsule on re-entry, spreading the friction generated from re-entering the Earth's atmosphere across the entire underside of the spaceship and aerodynamically enabling it to reorient itself from any position. Once the ship has slowed down and starts to travel through the thicker parts of the Earth's atmosphere, where a winged vehicle is advantageous for maneuverability, the wings come back down from their feather position, and the spaceship gently glides back home safely and smoothly, ensuring a thrilling yet comfortable ride for those on board, and landing on the same runway it took off on. A truly extraordinary design, fit for an out-of-this-world experience. Voilà. Alors, il y a un autre système, j'allais dire concurrent, qui est Blue Origin. Vous avez entendu parler de plusieurs vols. D'ailleurs, il y a Sylvain Chiron, qui est un brasseur de Haute-Savoie, qui est parti l'année dernière. Alors là, c'est une autre expérience parce que, en fait, moi, j'appelle ça un peu l'ascenseur vers l'espace parce que c'est 12 minutes aller-retour. Donc, en fait, le système, je le montre ici. C'est bon, Estelle, tu vois? Oui, on voit, oui. Alors, en fait, les 2 systèmes, voilà. En fait, pour aller en suborbital et à la ligne de 100 km d'altitude pour sortir de l'atmosphère, bah, il faut pousser le moteur fusée. Il y a le système Blue Origin, c'est une capsule qui est sur une fusée. D'accord? Et cette capsule, là, mise à feu du moteur fusée, on décolle, donc énormément d'énergie ici, évidemment, parce que c'est le pétard au sol. Et là, ça monte. Et là, j'arrive ici. Là, il y a le booster ici est récupéré. Il vient se reposer. Et pendant ce temps, la capsule poursuit. Ici, au-delà de la ligne, là, il y a de la pesanteur. Il y a 6 personnes à bord, mais c'est automatique. Il n'y a pas de pilotage.
Il n'y a pas de pilote. Ce n'est pas un vaisseau piloté. Et ensuite, elle redescend. Et ensuite, elle va. Il y a 3 parachutes qui vont s'ouvrir. Ou pas d'ailleurs. La dernière fois, il n'y en a que 2. Mais ça va, c'est safe. C'est certifié pour 2. Et ça descend ici, ben, au milieu du désert. Bon, il n'y a pas de spaceport, il n'y a pas d'astroport. Voilà, c'est ça l'expérience. C'est pas mal, quand même. Là, on a vu que chez Virgin Galactic, on a vu le profil de vol. Et c'est très intéressant ici. Et je vais vous montrer pourquoi. Et là, beaucoup moins d'énergie parce qu'on fait comme le Bell X1. Déjà, on a éliminé toute cette énergie ici. On va partir de là, en fait. Combien ça vaut? Ben, je vais passer vite là-dessus, mais j'imagine les ordres de prix, vous les connaissez aujourd'hui. Les prix sont publics. Euh, euh, moi, j'ai payé 200 000 dollars il y a 20 ans, c'est-à-dire 150 000 euros, je crois. Aujourd'hui, c'est 450 000 dollars chez Virgin. Le prix de Blue Origin, on ne sait pas, mais le siège, c'est entre 1 et 20 millions de dollars. Il y en a, alors, quand je dis 1, ça veut dire il y a des gens qui n'ont pas payé chez Virgin aussi. Quand ce sont des vols scientifiques, bah, c'est payé par Virgin, d'accord? Ou par des universités, mais sinon, donc ça va c'est l'équivalent, le prix d'un vol transatlantique en 1930 entre Londres et New York. C'est le début, là. C'est le début. Après, ça va baisser. Un tour du monde en voyage, on en parlera. Vous verrez, il y aura des questions sur le prix. Par contre, pour aller plus loin, un vol avec SpaceX, ça coûte 100 millions de dollars, hein. Et le peu d'astronautes privés qui ont fait un vol orbital, ils ont payé entre 20 et 30 millions de dollars. Guy Laliberté, voilà. Et pour aller à la Lune, c'est un peu plus loin. C'est 384 000 kilomètres et là, c'est 250 millions de dollars. Voilà. C'est pour vous donner des ordres de prix. Alors, le New Space, je ne vais pas faire la conférence ce soir, je vais passer très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais en gros, c'est développer l'accessibilité et l'attractivité de l'espace. C'est-à-dire, de nouveau, il y a un intérêt pour l'espace, pour plein de raisons. Il y a une nouvelle génération de grands entrepreneurs passionnés qui investissent leur fortune personnelle au service des agences spatiales d'État et de l'humanité. Ils pensent tous que le futur sera meilleur et prometteur que le passé. Ils croient que l'avenir de l'humanité se trouve dans l'espace. Alors, pas tous, hein, surtout Elon Musk. Ils échouent d'abord, puis se relèvent et réussissent des vols spatiaux habités. Et vous allez voir que ben, ils ont cramé plein de fusées, ils ont cramé plein de millions de dollars, les leurs, et ensuite ils ont réussi. Et ils ont réussi à diviser par 100 le coût de la tonne envoyée dans l'espace en réussissant avec des véhicules réutilisables et en faisant revenir les boosters un peu où ils veulent. Voilà. Donc ça c'est important. Et il contribue à faire avancer aussi les sciences en intégrant les meilleurs cerveaux de la planète avec un management complètement out of the box. C'est vraiment le mode bombe atomique, c'est-à-dire je prends des cerveaux des Indiens, voilà, l'équipe de Virgin, de Blue Origin ou de Musk, c'est des gens du monde entier, il y a plein de Français d'ailleurs, et on les met et on vous dit, bah, trouvez, trouvez, débrouillez-vous. Et ça fait des choses assez bien. Il prépare les ruptures technologiques dont nous avons besoin sur Terre. Et là, avec l'IA qui arrive, la miniaturisation, les nouvelles énergies, la transition écologique. Je vais passer sur Musk. C'est un personnage particulier, mais qui a fait quand même avancer grandement la conquête spatiale. Et c'est pas fini. Il veut aller sur Mars. Et je pense qu'il va réussir. Branson a une vie beaucoup plus humaniste et de la démocratisation de l'espace. Et il dit que cette expérience va transformer les gens. Tous ceux qui iront dans l'espace reviennent transformés. Lui-même a fait le vol spatial inaugural en 2021, le 11 juillet 2021. Alors, collaboration secteur public-privé avec pragmatisme et partage des coûts, avec une feuille de route, le contrôle de la FAA. Et quand ils n'ont plus de confiance, les avions sont groundés, hein, ils sont mis au sol. Et, et on est dans un processus de certification. C'est pour ça que c'est long. C'est pour ça que ça a duré 20 ans. Il y a eu des accidents, etc. Mais il y a une feuille de route avec 26 vols de certification, hein. Il y a une accélération des projets.
Il y a des vols suborbitaux, il y a des navettes orbiteurs qui arrivent, il y a des constructions d'astroports, il y a des vols, il y a des navettes qui vont vers l'ISS, il y a des stations spatiales privées, il y a des hôtels qui vont arriver, il y a des missions vers la Lune, il y a des robots d'exploration de Mars et des futurs vols habités, on le sait. Il y a des vols ballons stratosphériques qui arrivent. Space Perspective a un petit peu de mal aux États-Unis en ce moment là, donc Zefalto va peut-être prendre le lead. Et il y a des campus et des training space camps qui sont en création cette année, et notamment avec un Français qui est en train de développer ça en Floride. On va voir ça. L'esprit des pionniers, bah ouais, l'échec est difficile, parfois au péril de vie. Chez Virgin Galactic, on a perdu un pilote d'essai en 2014, 31 octobre 2014, et on a perdu 3 personnes au sol qui ont. Il y a eu un réservoir de carburant qui a explosé. Donc au départ, ils ont un peu joué aux apprentis sorciers, hein, mais c'est rocket science et rocket science, c'est dangereux, hein. Donc il faut faire ça de manière extrêmement professionnelle. Mais il faut tester, se cracher, échouer, comprendre, changer de perspective et se relever. C'est la voie du succès. La sécurité comme étoile polaire tout le temps. Parce que si évidemment il y a un problème de sécurité, ben, ça s'arrête, hein. Donc, de la phase prototype expérimentale à la phase vaisseau certifié, une longue route, des coûts astronomiques de recherche-développement, mais une aventure qui devient possible. Et entre 2004, premier vol du Spaceship One qui a été fabriqué par Burt Rutan, et aujourd'hui, ben, il s'est passé plein de choses. Moi, j'ai signé en 2006. Je me suis inscrit, je suis parti à Londres, et puis j'ai suivi tout ce qui s'est passé. Et vous avez eu depuis 2021 10 vols propulsés avec un vol par mois, 30 astronautes privés, 8 astronautes pilotes professionnels. Un long, très long chemin de tests et de certification. Ça, c'est la feuille de route qu'a donnée la FAA, euh, parce que vous êtes obligé de partir de zéro. C'est from scratch, hein, c'est la feuille blanche. Donc, design maquette, concept test, les tests au sol, les essais en vol, les vols planés, les vols propulsés, les vols dégradés, l'expérience astronaute à bord en 2019 avec une femme qui est Beth Moses, qu'on va voir après. Finalisation de l'astroport, la réception des familles, comment ça va se passer, notre entraînement. Voilà, c'est long, tout ça. Et puis, il y a une équipe, une grosse équipe, hein, des ingénieurs, des pilotes d'essai. Il y a des gens de marketing, il y a de tout. Il y a de l'électronique, structure, propulsion, aérodynamique. C'est une compagnie, c'est à la fois une compagnie aérienne, aérospatiale, et il y a les pilotes, avec un chef pilote, Dave McKay, qui vient de la Royal Air Force. Mais il y a aussi des astronautes de la NASA qui sont devenus pilotes d'essai. Il y en a, ils sont 4 à peu près, hein. Donc à peu près, il y a 12 pilotes, le corps des pilotes de Virgin, hein. Donc il y en a plein qui sont des fighters de F-18. Voilà, c'est du lourd, hein, c'est du niveau. Et ils mettent au point tout ça. Donc voilà, c'est beaucoup de gens. Par exemple, pour inventer notre siège, ça a mis 20 ans. C'est un siège en plus qui affiche, on a toutes les phases de vol, mais aussi, il s'incline pour amortir les facteurs de charge. Il est articulé. Donc ça, c'est toutes les équipes qui travaillent chez Virgin. Voilà, ça c'est par exemple, vous voyez ici Beth Moses qui a la tête à l'envers là, et avec les 2 pilotes d'essai qui sont devant, c'était en février 2019, et elle teste la sortie du siège, parce que quand on déboucle nos ceintures, on flotte, mais après il faut revenir à son siège et se reboucler pour la rentrée. Donc tout ça, ça a été testé et certifié, hein. Il fallait le tester. Et ben, ça a été testé à Bordeaux chez Novespace d'abord, avec Jean-François Carvois et le CNES. Donc il y a des choses qui se passent, c'est des missions qui sont sous-traitées par Virgin, puis hop, qui vont ensuite être testées aux États-Unis et en vol. Alors, Rocket Science, le moteur fusée de notre ami Constantin, c'est un moteur hybride avec une partie combuant et des blocs de porte-pergol solides, avec un injecteur, de vanne et une tuyère. C'est comme si vous soufflez. On la fusée, ça c'est fait pour les enfants, mais quand vous soufflez dans un ballon de baudruche et que vous lâchez, ben, votre ballon, il s'envole, hein. C'est ça la poussée un peu du moteur fusée pour les enfants, pour les nuls. Mais là, c'est un moteur hybride qui a été créé. Ça va très vite, puisque quand on met à feu le moteur fusée, on va à 3850 km/h, hein. C'est Mach 3 à peu près, 60 km en 90 secondes. Je peux vous dire que ça pousse fort.
En centrifugeuse, on simule ça. On va le voir. Le vaisseau Spaceship, c'est le premier vaisseau spatial réutilisable avec équipage et passagers fabriqué par une compagnie privée pour des opérations commerciales. Donc, on l'a vu, il est porté par White Knight. Il a un dispositif de freinage aérodynamique contrôlé, hein, qu'on a vu tout à l'heure, le Feathers, là, qui bascule à 60 degrés, qui permet la rentrée dans l'atmosphère et le vol plané en haute altitude. Il est conçu pour transporter 2 pilotes et jusqu'à 6 passagers à une altitude de plus ou moins 100 km. Voilà le spaceship sous le White Knight. Le White Knight, on a dit une envergure de 46 mètres 66 avec une structure de catamaran. Donc, il y a 2 fuselages. C'est assez spécial. Et il y a un équipage que d'un côté. Au départ, ils voulaient faire de l'entraînement dans le deuxième fuselage de 0G, etc. Finalement, ça a été abandonné. On fait ça ailleurs. Voilà le spaceship. Le voilà. Le voilà. Alors, lui, il fait longueur 18 mètres 60. L'auteur de la dérive 4,65 m, Feather baissé, et vous avez un diamètre de la cabine qui fait 2,25 m de haut par 3,72 m de long. Donc c'est assez confortable. On peut tourner, voler en apesanteur à l'intérieur de la cabine. Vous allez voir l'intérieur de la cabine. Là, on a vu, c'est le processus, le challenge aérodynamique qui a été, on change de domaine de vol en fonction de l'altitude. Donc ça, c'est l'idée de Burt Rutan qu'on a détaillé tout à l'heure. Je passe. Le voilà avant le vol. Alors, les futurs astronautes, c'est qui? On est 600, bientôt 800, puis bientôt 15 000 derrière. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui attendent. Mais les premiers, dont je fais partie, on est 600. C'est une nouvelle génération d'aventuriers qui souhaitent vivre cette expérience et qui va changer leur vie et obtenir leurs ailes d'astronaute parmi les premiers astronautes privés au monde. Euh, Chez Virgin, les candidats au vol spatial viennent d'horizons divers, exercent de nombreuses professions et parlent plusieurs langues. Vous allez voir, on est tous différents. On se voit tous les 2 ans, tous les ans, ça dépend. Vous allez voir, on est sur tous les continents. On est invité à plein d'événements. Il y a à peu près 20% de femmes sur la totalité. Et il y en a plein qui ont volé, ces femmes-là, dans les 30 que je vous ai dit. Ça, c'était en 2013. Alors, on suit les progrès aussi. C'est-à-dire on a plein de moyens de communication entre nous, vous allez voir. Donc là, vous avez toutes sortes de choses. On a une application, on a des événements. Ça peut être en Europe aussi, hein. Il y en a à Londres. Et puis, de temps en temps, il y a même quand il y a eu un gros problème quand le spaceship a explosé le 31 octobre 2014 et on pensait que tout allait s'arrêter, ben, Richard Branson, il nous a envoyé ça, vous voyez? Il nous a envoyé un petit mot, il nous a parlé. D'accord? Et il nous a dit, j'arrête pas. Et vous? Voilà, on a reçu ça par la poste. C'était très, très difficile. Mais quand un pilote d'essai meurt, eh ben, on continue, juste pour lui. Je suis un peu ému parce que j'ai aussi perdu des pilotes en opération et au feu. Et c'est difficile, mais il faut continuer pour l'exploration, pour la science. Voilà, on se retrouve dans des événements à droite à gauche. Vous avez quelques people, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, hein, c'est surtout des passionnés. Et on se retrouve en 20 ans, on commence à se connaître finalement. Parce qu'on a tous pris 20 ans en même temps. Voilà. Et ça, c'est l'intérieur de la cabine. La vue est incroyable. J'aime ce club. Cette vidéo nous a été envoyée en juillet 2020 pendant le Covid. Alors, vous voyez, ça, on était tous très mal et ça a ralenti un petit peu encore aussi le projet, hein, mais pas chez Virgin. Ils ont continué le boulot. Alors, on a un programme, ce qu'on appelle à J-7 par rapport à notre vol. On a un rafraîchissement avec un peu de voltige, de sport. On va faire l'équipage.
qui est international, hein. On connaît pas, on connaîtra notre équipage 3 mois avant seulement. Il y a un dernier check médical, il y en a un 3 mois avant et un une semaine avant. On va s'entraîner aussi à rentrer dans la cabine. Donc, tout un entraînement. Je verrai s'il y a des questions sur le médical, mais on va vivre des accélérations assez fortes, microgravité, vibrations, stress, confinement. Il peut y avoir des situations de danger. Donc là, on a des plans B et on a toutes les procédures de secours qui sont apprises pendant ces 7 jours. Voilà, ça c'est les forces, accélération et facteurs de charge. On va prendre essentiellement de la GZ, c'est-à-dire tête, pied et GX à travers le corps, comme ça, tronc, dos. Pas de GY. Mais c'est déjà pas mal parce qu'on va prendre beaucoup de G. Et donc, pour ça, on a fait pour la plupart soit de la centrifugeuse. Vous verrez, il y a des artefacts ici sur la table. Et puis, les combinaisons de vol sont là-bas. On a fait plein de choses. Et moi, j'ai eu la chance de faire de l'avion de chasse, du 0G. Je suis allé à Moscou. J'ai volé avec la patrouille de France. Donc, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Ça, c'est en 2013, c'était le premier vol ouvert au public chez Novespace à Mérignac. Donc là, on a fait 15 paraboles, 15 paraboles de 22 secondes. Voilà, et j'en ai profité pour emmener ma maquette du spaceship dans l'Airbus A300 et elle a volé parfaitement en apesanteur. Donc c'est un vrai bel avion, aéronef. Voilà, et puis je suis allé à Moscou aussi, à la Cité des Étoiles. Et puis Spaceport America, 7h15, il me reste un quart d'heure. C'est quoi? C'est au sud des États-Unis. Ça, c'est les premières maquettes qu'a fait Norman Foster, l'architecte. Il est éco-friendly, il est Sustainable Environmental Design Strategy. Vous avez vu, c'est un peu alien, hein. Quand on voit ça, on dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est au milieu du désert, en plus. Puis ça, c'est la maquette définitive. Regardez bien, c'est une maquette, ça. 3D. Puis, en fait, ben, il existe. Le voilà. Ça, c'est le vrai. Et dedans, c'est un hangar avec toutes les opérations et notre centre d'entraînement et de quoi recevoir les familles, etc. pendant une semaine. Voilà. Ça, c'est Spaceport America avec le spaceship devant. Alors, on a des masterclass. Des masterclass où on rencontre les pilotes, les exécutives. Ils nous informent régulièrement de tout ce qui se passe. Vous avez chez Virgin Galactic, par exemple, vous avez un nouveau vice-président, Steven Justice, c'est celui qui a fait l'avion de Maverick, là. Ce que vous voyez là, celui-là, dans le film Maverick. Celui-là, là. Bon, bah, c'est des gens de Lockheed Martin, par exemple. Hein. C'était le directeur de programme de Lockheed Martin. Après, il y a plein de gens de la NASA. Il n'y a que du top, top, top exécutif chez Virgin. Et le président actuel de Virgin Galactic, c'est Michael Colglazier. C'est l'ancien président de Disney. Donc là, on rentre dans une phase commerciale, marketing, et du coup, il commence à faire venir des gens de l'expérience euh, dans la compagnie. Par contre, tout le corps des pilotes, c'est NASA, c'est fighter pilot, voilà. Donc là, on a des masterclass avant notre départ avec les pilotes. On, on rentre dans notre bulle avec les instructeurs. On va à Mission Control. Donc, Mission Control, c'est une salle, c'est une mini salle de contrôle de NASA, hein. C'est grand comme ça, à peu près. Mais par contre, ils suivent toutes les phases de vol et je peux vous dire que c'est assez pointu, quoi. Voilà. Euh, Là, c'est les dernières réflexions, les échanges avant le départ. Vous voyez en haut à droite, là, vous voyez Dave McKay. C'est lui qui vient de la Royal Air Force. Euh, Ici, vous voyez Beth Moses, qui est la Chief Instructor Astronaut. Elle est allée 3 fois là-haut dans la navette. C'est elle qu'on voit la tête à l'envers pour tester Voilà. Ici, vous voyez l'armée de l'air italienne qui a fait le premier vol Galactique 01. Euh, et ici, vous voyez le Chief Medical Officer, Duncan. Il est génial. Donc, c'est lui qui suit notre santé, qui s'assure que tout va bien, psychologiquement et tout, qu'on ne va pas faire des conneries à bord, et que l'équipage va être vraiment un bon équipage. Voilà. Euh, alors, il me reste 10 minutes. Je ne sais pas si ça va marcher. On peut essayer ça.
Ouais. when I was 2 years old. Just looking up in the C'est sky, la I was like, how can I get there? présentation de Galactic Being in the 04. Caribbean, I didn't see how that was possible. So slowly I started letting that go. But the universe was really calling me. I want to be an astrobiologist, and that seemed like it was impossible. But ideas are very powerful. I was in the Olympic Games in John Goodwin, 1972. I've always enjoyed being 80 ans, ancien champion olympique de canoë. Il a Parkinson. Parkinson, il a volé dans l'espace avec Virgin l'année dernière. And I said, yes. John is one of the most incredible people I've ever met. The fact that he's been following Donc c'est possible pour tout le monde. Une fille de 18 ans, une mère, quelqu'un qui a 90 ans. C'est possible pour tout le monde. To these experiences. But when I got diagnosed with Parkinson's, I thought, well, that's it. They're not going to accept me. The fact that I'm now going to space with Parkinson's is completely magical. Virgin Galactic is breaking down barriers for space travel and scientific research. From the regulatory side to the engineering side, it's amazing to see all these pieces come together. Il y a plein d'expériences qui sont embarquées à bord, des universités. Inventor, all will have a home in space. We built a space line, and now it's time to go. This is revolutionary. My name is Anastasia Hayes. My name is John Woodward. Keisha Shahab. I'm the first person from Antigua to go to space. For me to go into space is hopefully inspirational to all people. It really does just connect everyone. This is for all of us. Space for all opportunity. We all need to get out of our comfort zone, try new things, to believe in ourselves. These are pre-space tiers. This is the standard issue tiers, totally required to go into space. Et voilà. Hop. Alors, on vient là, ça marche toujours. L'intérieur de Spaceport pour accueillir nos familles et nos amis et tous ceux qui voudront venir pour le lancement. Donc, il y en a déjà dans la salle qui ont pris leur billet d'avion. C'est pas vrai. Alors, on a des combinaisons de vol qui sont très, très pratiques avec des patchs. Alors, on crée notre patch de mission à J-30. Notre patch ici, on a notre nationalité. Donc, moi, ça sera bleu, blanc, rouge. Et de l'autre côté, on a notre patch de mission qui est le mix qu'on crée ensemble, qui est le mix de nos vies ou de nos espoirs ou de nos rêves. Donc, si on est 6, chacun va mettre un peu de lui dans la création de ce patch de mission. On a plein de poches et on parle avec des petites… comme le vaisseau est pressurisé, on n'a pas besoin de casque, mais par contre, on a des moyens de communication. On appuie ici et on peut se parler avec les pilotes, les 2 pilotes qui sont devant. Ça, c'est juste avant de prendre notre dernière respiration avant de voler. Je peux vous dire que moi, je les ai vus la veille de leur départ en juin là, 2024. Les derniers qui sont partis, ils sont rentrés dans leur bulle et personne ne les a dérangés pendant 5 jours. Personne. Parce que c'est particulier. C'est particulier. Pendant ce temps, voilà, ce jour-là, vous passez par un couloir qui s'allume, voilà, un petit peu comme ça, voilà, c'est un peu magique. Et pendant ce temps, on construit, on passe de la phase prototype artisanale à la série. C'est pour ça qu'il y a eu un arrêt de la fabrication d'un prototype, parce que le prototype, il partait que tous les mois. Parce que les opérations de maintenance, le turnaround time, c'était 1 mois. Maintenant, c'est tous les 2 jours. Avec la nouvelle Delta classe, ils sont en train d'être fabriqués, là en ce moment, à Mesa, à Phoenix, Arizona. Donc là, on est passé avec un système d'Iron Bird, c'est-à-dire qu'on assemble des parties comme un avion, comme se fait aujourd'hui les avions industriels. On assemble toutes les parties pour faire de la série. Donc là, il y en a 2 qui vont sortir, puis 3 de plus, ça fera 5, et puis il y en aura d'autres. Puis après, il y a d'autres spaceports qui ouvriront. Il y en aura peut-être un en Italie, dans les Pouilles. Ils ont travaillé dessus l'année dernière. Et puis, il y en aura aussi dans d'autres parties du monde. Donc, potentiellement, il y aura beaucoup plus de rotation et beaucoup plus de vols. Un petit film. Allez, un petit film.
Ça va, Toulouse? At Virgin Galactic, we've made incredible strides forward. Our spaceship Unity proved itself, completing 6 space flights in 6 months, creating 19 new astronauts, a launch rate never seen before in the history of human spaceflight. And we're just getting started. Introducing the design of Virgin Galactic's Delta-class spaceship. Delta is a next-generation design, with each vehicle creating thousands of astronauts in its life cycle, broadening the opportunity of space travel from the few to the many. Delta-class spaceships will upgrade our number of passengers from 4 to 6, and will harness the supersonic might of the world's most powerful hybrid rocket system. Delta-class spaceships are designed in subcomponents and built Après chaque vol, on enlève la carte moteur fusée et on en remet une autre. enabling a far more La seule chose à faire. and rapid build. A new design brings new efficiency to get us back in the air faster between flights. Spaceship Unity is limited to fly once a month, whereas Delta spaceships will be able to fly twice a week, over 8 times more efficient. Manufacturing spaceships in this way allows multiple vehicles to be made. With each spaceport around the world having up to 5 ships in their fleet, Virgin Galactic's Delta-class vehicle isn't just a spaceship, it's the start of a space line. Et voilà. Donc le voilà, la classe Delta. Ça, c'était en juin 2024, le 8 juin 2024 pour Galactic 07. Vous avez tous les patchs de mission ici qui sont exposés dans la salle. Je vais faire des photos que je t'enverrai, Estelle. Voilà. Ici, des vues de l'intérieur. Là, on était sur Galactic 04. Vous avez Ron Rosano en bas à droite, qui est un professeur d'université. C'était son rêve, mais il s'était inscrit dans les premiers. Euh, voilà, donc il est 7h28, c'est ça? 19h28. 25, c'est parfait, Yves. Alors, allez tous vous faire de jolis rêves et merci de votre attention. On a un message dans le chat. Serge, peut-être tu veux prendre la parole. Tu es en ligne. Il est plutôt content, Serge, d'avoir participé Oui, au bonjour, webinaire. Serge Alexandre. Merci en tout cas pour la présentation. J'ai l'impression que vous avez des yeux, des étoiles plein les yeux. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui a 10 ans là, qui me parle. Et bah, après, ce que je vais dire, c'est que bah, ça fait vraiment très plaisir de voir autant d'enthousiasme, parce que souvent l'habitude qu'on nous dise que c'est pas possible. Ce que je voulais savoir, bon, j'ai peut-être une question un peu plus générale, c'est après votre vol, est-ce que vous envisagez de vous investir un peu plus toujours dans l'espace, mais dans un développement peut-être un peu plus concret, parce que là c'est du tourisme spatial, mais peut-être que dans le futur, ça sera une industrie, un modèle sociétal à construire, un modèle politique aussi, législatif, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit la ruée vers l'or ou la loi du plus fort sera la règle. Quelles sont vos activités que vous envisagez par la suite après? C'est une bonne question, je ne sais pas encore. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de partager ça comme je le fais aujourd'hui avant le vol. J'ai Oui. envie de partager. Je prépare aussi l'écriture d'un ouvrage qui sortira, je pense, en 2026, qui raconte un peu tout ça. Et puis, pourquoi pas revenir dans l'aérospatial en tant que consultant ou, donc, je ne sais pas bien encore, mais tout est possible. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. J'espère que ça ne vous manquera pas d'y retourner. Ben, je crois que tous ceux qui sont allés dans l'espace, et je parle de nos astronautes professionnels, là, j'ai vu Thomas la semaine dernière, et puis Jean-Pierre Henneret, sa femme, Claudie,
Philippe Perrin, enfin tous les 10 Français qui sont allés, que je connais un peu, pas beaucoup, mais un petit peu, euh, ils ne rêvent que de ça, c'est d'y retourner. Tous, C'est sûr. c'est clair. Mais là, j'ai plus les moyens pour l'instant. Puis moi, il faut bien, faut pas confondre euh, les milliardaires ou les millionnaires qui s'offrent un jour un vol orbital. Dont on a vu ce que ça coûte. Mais ce qui est clair, c'est que les prix vont baisser. Comme l'aviation, hein. Aujourd'hui, il y a 20 ans, on allait à New York pour peut-être, je ne sais pas combien, peut-être 1500 enfin, si on était en francs, ça coûtait très cher. Ou même un vol un vol pour une capitale européenne, pour un week-end, ça coûtait très cher. Là, avec l'essor des compagnies low cost, le prix a bien baissé. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est un autre débat. L'environnement, on est dans une transition et il le faut. Aujourd'hui, même les moteurs fusées font leur révolution, peuvent faire des choses qu'ils ne savaient pas faire avant, mais je ne suis pas qualifié et compétent pour en parler. Il y a des ingénieurs dans notre belle agence spatiale européenne qui sont faits pour ça. Moi, pour l'instant, je suis un voyageur candide et j'espère que je vais pouvoir réaliser ça. En tout cas, merci pour avoir partagé votre enthousiasme et présenté votre projet, parce que là, c'est magnifique, quoi. Je n'ai pas de mots pour dire. Merci. J'aimerais être à votre place. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Il y a Ousmane en ligne qui a mis un petit bravo aussi avec ses mains. Ousmane, peut-être vous voulez dire quelque chose? Ouvrez votre micro si vous voulez. Ou peut-être dans la salle aussi, tu avais peut-être des questions ou des interventions. Alors, pour la salle, j'ai des micros. Peut-être ça marche. Il y a des questions dans la salle? Non? Pas de question? Pas de question. Bon, il y a pas de question. Votre préparation physique, peut-être? Ah, alors, ça marche pas. Alors, il y a une Si question tu sur restes la. devant l'écran, il n'y a pas besoin de micro hein, pour nous. C'est vrai, eh ben, parfait. Alors, sur la préparation physique, euh, d'abord, 93% des gens, y compris des personnes âgées, hein, jusqu'à 90 ans, 93% des gens ont passé les tests. La visite médicale, c'est une visite médicale de classe 3. Donc, classe 1, pilote professionnel, classe 2, pilote privé, par exemple, classe 3. Donc, c'est pas, il ne faut pas avoir, là, c'est dans la présentation, si on parcourt les lignes, il ne faut pas avoir de graves problèmes cardiaques, évidemment. Il y a des no-go. Mais globalement, tout le monde peut le faire. Tout le monde. Euh, L'accélération. Alors, par contre, il faut se familiariser aux accélérations et aux facteurs de charge. Moi, je suis content d'avoir fait la centrifugeuse à Philadelphie parce que moi, j'ai pris 6G en X et en Y, en X et en Z, pardon. Et c'est chaud, hein. Et il faut connaître les contre-mesures. Donc, on nous apprend à respirer de manière saccadée pour pas avoir le voile noir. Parce que si vous avez le voile noir, et je l'ai vu arriver le voile noir, hein, la perte de connaissance. Donc, en fait, on nous apprend ça, parce que ce serait bête de faire ça et là-haut de ne rien voir. Ce serait un peu dommage. Voilà. Donc, oui, il faut être. Alors, moi, j'ai quelques kilos encore à perdre pour l'année prochaine, mais je rentrerai dans mon programme de sport un peu plus tard. Je profite un peu de la vie. Mais non, il n'y a pas de grosses contraintes. Et d'ailleurs, justement, le siège qui s'incline et qui amortit les facteurs de charge, tout ça a été pensé pour que l'expérience soit ouverte au plus grand nombre, comme un vol en avion, quasiment. Autre question? Ah, il n'y a plus de questions. Si vous voulez ouvrir vos micros Les en jeunes, vous avez ligne, des hein, n'hésitez questions? pas. Non? Non? Sur le, sur le, sur Moi, le, j'ai une question. Je me demandais, quand c'est que vous envisagez de partir, en fait, réellement? ouais. Eh bien, je ne peux pas vous le dire exactement parce que je recevrai, normalement, dans les semaines qui viennent, je vais avoir une conférence en ligne avec le vice-président des opérations euh, de Virgin. Ils nous ont écrit il y a 2 semaines. Euh,
En ce moment même, les deux premiers vaisseaux de la classe Delta sont en finalisation d'assemblage à Phoenix. Ils sortiront à la fin du premier semestre 2025, là. Ensuite, ils partent en essai en vol. Et c'est des essais en vol, c'est la répétition de ce qu'il y avait sur. Ils vont juste reproduire ce qui a déjà été fait sur les 8 premiers vols. Ils vont vérifier les opérations de maintenance. Et du coup, ils annoncent vraiment, hein, c'est le target, ils annoncent le début des vols en 2026. Moi, je pense que je passerai plutôt sur le deuxième semestre. Je suis 207. Bon, s'il n'y a pas de changement, je peux passer avant s'il y a des gens qui se désistent ou qui ont des problèmes médicaux. Mais sinon, on nous annoncera ça 3 mois avant pour qu'on puisse aussi s'organiser avec nos vols transatlantiques, avec nos familles, nos enfants, et moi, mes petits-enfants aussi. Tout le monde va venir là-bas. C'est sûr qu'il faut qu'on s'organise. Mais à raison de 2 vols par semaine, fois 6 personnes, déjà, vous passez, avec un vaisseau, vous passez 50 personnes sur un mois. Donc, voilà. Donc, je pense raisonnablement passer en 2026. Mais, mais comme ça a été décalé depuis 2011, ça a été décalé tous les ans, maintenant, je suis prudent. Mais globalement, si j'en parle aujourd'hui et que je mets ça dans la présentation, c'est que ça se concrétise. Voilà, je pense. Il y a une remarque d'Ousmane qui a un problème avec son micro, donc il ne peut pas l'ouvrir, mais il a mis dans le chat vraiment admiratif. Bravo et merci de partager ça avec la famille ENAC. Ils disent en anglais, You have to see it to be it. C'est sympa. Merci, Ousmane. Non, mais euh, vous savez, c'est difficile de partager ça aujourd'hui euh, euh, avec tout le monde. D'abord parce qu'il y a, dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui sont jaloux euh, et c'est compliqué. C'est compliqué avec certains journalistes. Je vis ça depuis 10 ans, donc c'est pas très grave. Puis c'est un peu mon métier aussi, la communication, donc je peux répondre sincèrement à plein d'objections, et il y en a, évidemment, mais c'est vrai que c'est pas très connu, tout le monde ne sait pas encore l'état d'avancement de ce projet. C'est pas très connu. On n'en parle pas beaucoup dans nos médias ici. Ici, en Europe, et particulièrement en France, personne n'en parle. Voilà. Oui, question dans la salle. Projet, autre que celui d'emmener des gens passer quelques minutes en orbite, une ambition d'aller un peu plus loin, je sais pas, Non. sport de matériel, de l'observation. Alors, Alors, si tu veux bien répéter la question, Yves, parce qu'on n'entend pas très bien je devant nous. répète la question. Est-ce que Virgin Galactic a d'autres ambitions que le simple vol avec des passagers sur une suborbitaux, donc des vols suborbitaux, peut-être en faisant de la science, peut-être en faisant d'autres types. Hein, c'est ça la question. De l'observation. Alors, la bonne nouvelle, c'est que depuis le départ, depuis le vol 01, il y a chaque fois des expériences embarquées à bord. Chaque fois. C'est l'université de Purdue, mais ça pourrait être une université française. Par exemple, il y a une université turque qui a envoyé le Turc que vous avez vu là. Il a 23 ans, lui, hein. C'est un jeune ingénieur et il avait sur la tête tout des, des tuyaux rouges là. C'était pour mesurer l'overview effect. L'étude est là-dessus. Mais il y a plein d'autres choses. Par exemple, ça coûte beaucoup moins cher d'embarquer des expériences dans un vol suborbital et pour étudier les choses en apesanteur, d'accord? Parce qu'une heure et demie après, on a le résultat. Ça coûte beaucoup moins cher que de faire certaines expériences en vol orbital. Parce que embarquer des expériences dans la Station spatiale internationale, ça a un coût phénoménal. Alors que là, pour certaines expériences, eh ben, on a le résultat tout de suite à beaucoup moins cher. C'est pour ça que vous avez plein de startups qui aujourd'hui s'intéressent aux vols suborbitaux. Donc, après, je ne pense pas que Virgin Galactic soit dimensionné, et c'est même pas le rôle, enfin, c'est même pas le positionnement de Richard Branson, soit dimensionné pour faire des vols orbitaux.
c'est SpaceX, c'est Musk qui aujourd'hui a le leadership là-dessus, et Bezos, Jeff Bezos avec Blue Origin, qui prépare aussi un vol vers la Lune, hein, clairement. Donc, je pense que d'autres opérateurs vont commencer à investir c'est le New Space. Il y a plein de startups françaises qui s'en occupent, hein. Voilà. Autre question? On a une question dans le chat de Fanny qui a un problème avec son micro aussi. Elle se demandait comment tu as fait pour t'inscrire. Ah, eh ben, c'est très simple. En fait, dès que en 2004, parce que je suivais un petit peu ça, mais j'ai appris, il y a eu ce qu'on appelle l'Anzari Prize. Vous savez, au début du siècle, c'était le Daily Mirror ou le Journal de Paris, là, je ne sais plus comment il s'appelait, qui faisait des grands prix, qui dotaient d'un prix le premier qui traverserait l'Atlantique, le premier qui traverserait la Manche avec Berriot, etc. Et ces grands journaux dotaient, hein, il y avait des fondations qui donnaient de l'argent. Là, c'est la fondation des américano-iranienne, la famille Ansari, qui a doté d'un prix de 10 millions de dollars en 2004 la première entreprise qui, avec un vaisseau, c'était le Spaceship One, irait en 15 jours, en 2 semaines, 2 fois passer la barrière des 100 km et revenir. Donc, Burt Rutan, qui est l'inventeur de plein d'avions, et notamment le Variez, mais qui a dessiné plein d'avions, c'est le Jules Verne, moi je l'appelle le Jules Verne de l'aviation un peu. Il a créé plein d'aéronefs. Et en fait, c'est lui qui a créé le Spaceship One et ils ont réussi. Brian Binnie, enfin, il y a eu, et Mac Melville, qui sont les 2 pilotes d'essai, ont réussi à faire en 15 jours. Ils ont gagné 10 millions de dollars et Branson est arrivé et il a dit OK, je crée Virgin Galactic. Là, on est en 2004. Moi, 2005, je m'inscris en ligne tout de suite. Je veux. J'ai pas les sous à cette époque-là. Et en 2006, je vais signer à Paris. J'ai signé l'acquisition de mon ticket. C'était les premiers qui s'inscrivaient. Alors, il y en a qui avaient payé que 10%. Certains se sont fait rembourser d'ailleurs entre-temps, parce que quand il y a eu le crash en 2014, ils n'ont pas patienté. Et moi, j'ai dit non, non, je lâche pas. Tant que Virgin n'arrête pas, je ne lâche pas. C'est comme ça que je me suis retrouvé sur la liste d'attente. Voilà. Normalement, je serai le premier Français qui va partir. Non. Non, ça en coûte beaucoup. À moins que peut-être mes droits d'auteur un jour permettent. Mais pour l'instant, non. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'économies et ça n'a pas été facile sur 20 ans. Pour moi, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? N'hésitez pas à ouvrir vos micros. Alors, Estelle m'a demandé la permission d'enregistrer la présentation, donc il n'y a pas de problème. Ceux qui n'étaient pas présents pourront recevoir, hein, c'est ce qu'on a dit. Très bien. Ça sera disponible sur la chaîne YouTube d'Ena Kaluni, hein, en fait. Voilà, et puis on va faire des photos des artefacts qui sont ici pour les envoyer à Estelle qui pourra les partager aussi. Parce que ceux qui sont en ligne ne pouvaient pas voir. Voilà. Parfait. Parfait. Bon, ben alors on va peut-être se quitter là si personne n'a d'autres questions. Merci beaucoup Yves pour cette présentation et je partage l'avis de Serge, hein. Je suis un peu jalouse moi aussi. Mais, en tout Mais cas, pas merci. parti encore, hein. Oui. Oui, mais bon, ça va se faire hein, en 2026, en 2027. Ouais. Ah oui, je pense que ça va se faire. Voilà. S'il m'arrive pas de pépin, ça va se faire. Voilà. Merci à tous d'être présents ce soir et merci aux curieux de continuer à suivre cette aventure. Merci beaucoup Yves et puis bonne Merci soirée à beaucoup tous. et Mm. Bonne soirée. envoyez-nous Bye des bye. cartes postales. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne Au soirée. revoir. Au Merci. revoir.